résultats de notre rapport qui porte sur les pratiques gagnantes pour mieux soutenir les hommes proches aidants. Je ferai la présentation avec ma collègue Sophie Odette Chapdelaine, à qui je passe la parole pour le début de la présentation. Bonjour tout le monde. Donc, moi, de mon côté, je vais parler un petit peu de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis ensuite, les résultats descriptifs, un peu de mettre la table sur ce que Bertine va vous présenter là, tout de suite après. Donc, premièrement, mais le travail qu'on vous présente aujourd'hui, les résultats viennent d'un travail d'équipe colossal. Donc, vraiment pas juste nous deux. On était donc 5 conseillers scientifiques, un bibliothécaire sous la direction de notre chef d'unité, Walter Marc-Anthony. Donc, c'est vraiment un travail sur un assez long terme là, avec toutes ces personnes impliquées. Nous, on est l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, services sociaux. Excusez-moi, il y a un petit micro ouvert. On va fermer les micros, s'il vous plaît. Je vais désactiver un. Excusez-moi. Donc, nous, on est donc l'UETMIS en cours au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Et notre mission, c'est d'éclairer la prise de décision pour optimiser les ressources, améliorer la qualité des soins et l'accès aux services en santé et services sociaux. Donc, on a des mandats généralement du CIUS lui-même ou sinon provincial via le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on aide à soutenir la prise de décision quant à l'adoption ou au retrait de technologies ou de pratiques. Et notre évaluation repose sur des données qui sont scientifiques, mais aussi le contexte local et l'expérience terrain. Donc, on n'est pas juste le nez dans les données scientifiques, on va au-delà aussi également. Donc, nos sources on a comme 3 grandes sources d'information. La première, c'est les données scientifiques, c'est-à-dire les données publiées dans des revues scientifiques ou produites par des institutions de recherche, comme par exemple des revues systématiques, des méta-analyses. On a également les données contextuelles, donc c'est toutes les données qui permettent d'éclairer le contexte précis qui nous intéresse, par exemple les facteurs sociaux, économiques, culturels, réglementaires, etc. Et enfin, les données expérientielles, donc c'est toutes les données qui sont issues de l'expérience personnelle et du savoir-faire acquis au fil du temps. Là, on peut s'intéresser à des experts sur un sujet, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter, mais aussi des patients partenaires, des acteurs communautaires. Je sais qu'on en a beaucoup aujourd'hui parmi nous. Donc là, on va aller les solliciter puis leur poser des questions, par exemple, pour comprendre leur point de vue. Donc, sur l'application Teams. Cette demande initiale, on l'a reçue en 2023. C'était une demande qui provenait de la Direction Vaccination, Dépistage, Santé publique et Responsabilité populationnelle du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Puis, en gros, ce qu'on nous a demandé, c'est de documenter les meilleures pratiques en proche aidance pour les hommes, qui incluaient 2 grandes catégories d'hommes. On avait les hommes proches aidants de manière générale, puis ensuite ceux issus des communautés ethnoculturelles en particulier. Et la demande visait des données internationales d'absolument partout, tout ce qu'on était capable de trouver sur les hommes proches aidants en général ou issus des minorités ethnoculturelles. Donc, on est parti avec ce mandat-là et on a publié en juin 2024 un rapport complet qui va vous être acheminé. Il est aussi en lien dans la dernière diapo que vous allez recevoir en PDF aussi, qui contient vraiment nos résultats complets. Vous allez voir, c'est très, très détaillé. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est vraiment le document de référence pour ça. Donc, il permet d'aller plus loin que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Notre méthode, en gros, premièrement, on fait la grande recherche documentaire, on va fouiller un peu partout, on trie les documents qu'on a trouvés, on sélectionne ceux qui sont pertinents, on les lit intégralement, on va voir qu'est-ce qui, dans chaque document, est intéressant pour répondre à la question, bien comprendre, dans ce cas-ci, les hommes proches aidants. On analyse les données, on en fait une synthèse, on publie notre rapport final et on présente nos résultats. Donc, aujourd'hui, on présente une partie résumée de ces résultats-là. Du côté des caractéristiques des populations qu'on a donc inclus pour l'analyse, pour l'analyse, les conclusions, sur près de 3000 documents qu'on a repérés sur potentiellement intéressants, on en a conservé 227 qui étaient pertinents. Parmi ceux-ci, se dégageait en fait plus de populations que ce qu'on avait prévu initialement. Oui, il y avait beaucoup de documents qui parlaient des hommes proches aidants de manière très générale et d'autres sur les communautés ethnoculturelles. Mais on a vu qu'il y avait des documents qui s'intéressaient plus particulièrement aux hommes proches aidants aînés
à ceux qui sont identifiés à la diversité sexuelle et de genre, ainsi que ceux qui vivent dans les milieux ruraux. Donc, on a ajouté ces populations-là qui ont chacune leur section dans notre rapport. D'ailleurs, si vous voulez des informations spécifiques à un groupe. Tous nos documents ont été publiés entre 1999 et 2023, donc des documents récents. Et ils amènent différentes perspectives. On a les perspectives des hommes proches aidants eux-mêmes, aussi des personnes aidées et des agences et services qui travaillent auprès d'eux, comme par exemple le réseau de la santé, les organismes communautaires. Donc, vraiment très riche. Quant à l'étendue géographique de tout ça, donc on avait une majorité en Amérique, donc 130. Ensuite, en Asie pour 35 documents. En Europe, 32. Océanie 10, je ne sais pas par et Afrique 9. Voilà. Donc, pour montrer, tu sais, puis évidemment, c'est comme plusieurs pays de chacun de ces continents. Donc, vraiment un tour international très riche de diversité. Quant au profil des hommes proches aidants, donc on voit ici la proportion de chacun des groupes. On avait nos hommes proches aidants en général, donc 143 documents mentionnaient là, de manière générale, transversale, les hommes proches aidants et leurs besoins, réalités, etc. On avait pour 27,9 % les communautés ethnoculturelles, donc dans 79 documents. Ensuite, les hommes proches aidants aînés pour 39 documents, donc presque 14 % des documents. Presque 6 pour la diversité sexuelle et de genre, donc les hommes proches aidants qui s'identifiaient à cette diversité, et 2 % qui sont les hommes proches aidants qui habitent ou vivent dans les milieux ruraux, pour un total de 6. Ah oui, et à noter que, je ne l'ai pas mentionné, mais attends, mais les profils étaient non exclusifs. Donc, si on fait le total, oui, c'est plus que la quantité totale de documents, mais parce qu'un document pouvait avoir différentes sections, par exemple, les hommes proches aidants aînés et leurs besoins versus d'autres sous-groupes. Donc, c'est pour cette raison. Maintenant, les caractéristiques de la proche aidance, ce qui était soulevé, c'est que le lien, évidemment, est variable et divers pour le proche aidant et la personne aidée. Donc, dans la majorité des cas, il était question de conjoints, mais il y en avait aussi des fils, des pères, des amis, et dans 39 documents, le lien n'était pas explicitement mentionné. Quant aux problèmes de santé, ça, c'est l'autre élément qu'on a trouvé super intéressant, c'est que la liste est vraiment très, très longue, mais dans les types de problèmes de santé qui étaient le plus souvent mentionnés, on avait les enjeux d'Alzheimer, de démence, les cancers, les déficiences physiques, les maladies cardiovasculaires et le VIH-Sida. Mais c'est vraiment comme, la liste est super riche et très longue, donc le rapport, toutes les statistiques sont dedans par rapport à ces différents problèmes de santé. Donc, à partir de maintenant, je repasse la parole à ma collègue Bertine qui va vous montrer les besoins, les enjeux et les bonnes pratiques envers les hommes proches aidants, de la raison principale de probablement votre présence ici aujourd'hui. Donc, je vais être là pour répondre aux questions avec elle à la fin. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ton micro, Bertine. OK. Désolée, je ne m'étais pas rendu compte. OK. Donc, merci Sophie. Ce qui ressortait dans la littérature en termes de besoins d'hommes proches aidants était en lien avec le soutien, les services, notamment le besoin de soutien psychologique, émotionnel, le besoin de soutien communautaire ou familial, le besoin de soutien juridique ou financier, le besoin d'avoir aussi des employeurs flexibles, besoin de répit et d'évasion, le besoin de soutien de proximité abordable, flexible, mais aussi sensible et adapté, le besoin du soutien pour les tâches quotidiennes, que ce soit les tâches incluant les tâches ménagères, mais aussi, les tâches ménagères apparaissent ici, le soutien religieux. En termes, il y a des besoins qui sont ressortis aussi en lien avec l'éducation et l'orientation, notamment le besoin d'accès aux ressources appropriées en santé, le besoin d'accès à l'information utile, le besoin d'accès aux ressources éducatives, besoin d'orientation aussi, d'accompagnement pour naviguer dans le système de la santé. Il y avait aussi un besoin au niveau de la participation, de l'engagement, notamment l'implication dans les décisions cliniques, l'aide à l'adaptation et à leur rôle de proche aidant,
Au niveau juridique, ce qui est ressorti, c'est les lois et politiques flexibles et équitables, le besoin qu'il y ait plus de travaux consacrés à la recherche sur la justice sociale et l'équité, mais aussi des couvertures d'assurance adéquates et l'égalité économique. Au niveau, il y avait aussi des besoins qui sont ressortis en lien avec la reconnaissance et la sensibilisation. Donc, notamment la reconnaissance, le besoin de reconnaissance de leur rôle par les professionnels de la santé, mais aussi par leurs proches. OK. Mais aussi la reconnaissance par leurs proches et par la société. Et aussi le besoin des intervenants sensibles à leur réalité. Et ce qui ressortait aussi, c'est le besoin qu'on utilise un vocabulaire plus adapté à l'identité masculine. En termes d'enjeux, ce qui est ressorti dans la littérature consultée, c'était des enjeux cliniques, notamment la difficulté d'accès aux informations pertinentes, la difficulté d'accès aux soins et services, le manque de formation clinique sur les soins à prodiguer à leurs proches, mais aussi les difficultés à exprimer les émotions, l'isolement, la stigmatisation et la discrimination par des professionnels de la santé. Les enjeux sociaux qui sont ressortis, c'était notamment la résistance à obtenir ou accepter de l'aide extérieure, la stigmatisation encore et la discrimination, mais aussi l'isolement et les pressions sociales, ainsi que la difficulté relative à la culture, à la langue et à la religion. Au niveau organisationnel, ce qui ressortait comme enjeu, c'était l'absence ou limite des services disponibles, les barrières culturelles, institutionnelles, mais aussi linguistiques, le sentiment de ne pas être compris par les professionnels de la santé, le manque de sensibilisation et d'éducation des équipes de soins à la diversité, mais aussi le manque de la diversité ethnoculturelle dans les soins et services. Le grand roulement du personnel dans les services de soutien était aussi un enjeu, ainsi que le manque de soutien et d'accompagnement lors de la transition vers les résidences des soins, notamment pour les proches aidants aînés. Au niveau juridique, ce qui ressortait, c'était des barrières juridiques, donc la connaissance de leurs droits et des services qui sont disponibles en lien avec ce domaine, mais aussi les difficultés de protection légale, donc le droit de visite, comme les droits de visite dans les hôpitaux ou les prises de décisions médicales pour le partenaire. Les enjeux économiques qui sont ressortis, c'était le fardeau financier qui accompagne l'approche aidance, mais aussi la précarité économique, les barrières à l'emploi et les inégalités économiques. Au niveau sécuritaire, ce qui est ressorti, c'était la gestion de la perte de contrôle qui pouvait entraîner, dans certains cas, la violence ou la consommation de substances. On arrive à la section des bonnes pratiques. Donc, ce qui ressortait il y a différentes sphères, comme vous avez vu, l'approche aidant où les besoins sont quand même dans différentes sphères de la vie du proche aidant. Alors, ce qui ressortait en lien avec la santé mentale et psychologique, c'est la mise en place d'accès aux services de soutien, donc notamment les services d'aide psychosociale, les services de soutien en ligne, les services de soutien de jour, comme des soins à domicile, les services de répit, services d'aide pour les tâches ménagères et de nettoyage, mais aussi le soutien religieux ou spirituel, incluant les leaders religieux ou spirituels. L'accompagnement lors des placements en résidence de la personne aidée aussi fait partie des services à mettre en place. Toujours dans la même rubrique, on avait aussi la mise en place des groupes de soutien adaptés aux hommes. Donc, des petits groupes favorisent l'expression, la normalisation et l'expérience et le partage, mais aussi le développement de compétences comme la gestion de la détresse et les auto-soins. On avait aussi la mise en place des soutiens relationnels et par les pairs dans des programmes de mentorat ou des soutiens personnalisés entre pairs ayant une expérience similaire, mais aussi le soutien pour la vie sexuelle, notamment la mise en place des communications ouvertes avec les professionnels de santé et entre les conjoints, et aussi la sensibilisation
sensibilisation au possible impact sur la vie de couple et de la vie sexuelle, par exemple dans le cas des chimiothérapies pour certains cancers, et exemple des cancers de sein ou gynécologiques ou de la mastectomie. On continue encore dans le domaine de la santé mentale. Donc, c'était la mise en place, ce qui ressortait, c'était la mise en place donc, des interventions et programmes, donc des interventions individuelles qui sont préférées par les hommes dans la littérature, selon la littérature consultée, mais aussi des interventions familiales ou de groupe. Les interventions de groupe, mettre en place aussi les groupes de discussion qui sont flexibles en termes de composition, de localisation géographique, de format, de fréquence, mais aussi de format. Les interventions, de mettre en place des interventions flexibles en termes d'horaire et de contenu, des interventions à distance, en ligne, par vidéo, appel téléphonique ou par des livres, mais aussi des interventions adaptées à la réalité, aux défis des hommes proches aidants. Il est ressorti aussi la mise en place des interventions pour la déconstruction des stéréotypes de genre, des interventions évoluant selon les phases de la maladie ou de l'approche aidance et les besoins, des interventions culturellement adaptées et sans jugement, mais aussi des interventions qui incluent la sensibilisation aux impacts de la maladie et des traitements sur la vie intime et sexuelle, et des interventions ciblant le bien-être sexuel des conjoints. C'est ressorti notamment pour les hommes aînés et les hommes issus des minorités ethnoculturelles. Donc, toujours dans la rubrique intervention et programme, on avait la prise en compte, c'est important de prendre en compte les dimensions psychosociales dans l'évaluation de la prise en charge des hommes proches aidants, mais aussi la mise en place des collaborations entre les professionnels de santé et des services communautaires, l'inclusion explicite de la fin de vie et de la période de suivi, la période suivant le décès, donc des programmes faire attention parce qu'il y a des proches aidants, ce qui ressortait, c'était comme un sentiment d'abandon parce que oui, parfois ils avaient accès à des services de soutien pendant la proche aidance, mais à la fin de vie ou après le décès, ils se sentaient comme abandonnés à eux-mêmes. Il est aussi important d'utiliser donc de procéder à un changement des pratiques avec l'utilisation de la terminologie adaptée, notamment utiliser par exemple les termes conjoints partenaires plutôt que proches aidants, de parler plutôt de sessions de travail ou séminaires au lieu de groupes de soutien. En termes d'éducation et formation, ce qui ressortait comme bonne pratique, c'était de mettre en place des programmes d'éducation et de formation pour les hommes proches aidants. Donc, ça peut être via des trousses d'informations complètes qui incluent des ressources communautaires disponibles à l'hôpital ou à domicile, mais aussi via des supports variés comme des vidéos, des brochures ou des informations sur les ressources communautaires disponibles, mais aussi des programmes de formation à domicile, donc formation à l'évaluation des besoins, l'information au référencement vers les services adaptés, mais aussi l'implication des services de soins à domicile dans le suivi du couple ou du proche aidant. Dans cette rubrique est aussi ressortie la nécessité, l'intégration des ressources portant sur des aspects pratiques de l'approche aidance. Toujours en matière d'éducation et formation, ce qui ressortait, c'était les programmes la mise en place des programmes d'éducation et de formation pour les professionnels de la santé, notamment visant la sensibilisation à la différence de genre, la sensibilisation aux besoins spécifiques des hommes proches aidants, notamment les hommes aînés, mais aussi l'intégration des éléments sur la vie intime et sexuelle et l'intégration des ressources relatives aux aspects pratiques de l'approche aidance et la formation aux réalités ethnoculturelles. Au niveau de la pratique clinique, ce qui ressortait comme bonne pratique, c'était la mise en place d'interventions ou d'approches cliniques, donc notamment les interventions en ligne ou multimodales, l'importance de ne pas prioriser uniquement les besoins physiques, mais de penser aussi aux besoins psychologiques. Ça, c'est notamment pour les aînés, mais aussi
de la reconnaissance du rôle des hommes proches aidants dans le processus des soins, notamment pour les aînés, et d'avoir des réponses à leurs besoins cliniques de manière proactive et efficace. Toujours selon pour les pratiques cliniques, ce qui ressortait, c'était de développer des compétences et l'organisation de soins, notamment en fournissant l'information concrète et continue sur les traitements et les phases de la maladie, l'éducation et la formation continue sur les soins et le rôle de proche aidant, mais aussi leur implication active dans le processus de traitement à travers des programmes de formation spécifiques ou des groupes de soutien adaptés. Au niveau de l'organisation des soins, ce qui ressortait, c'était la coordination efficace entre les différents professionnels de santé impliqués dans les soins du proche aidant, mais aussi l'offre de services adaptés aux besoins spécifiques des proches aidants. Au niveau économique, ce qui ressortait, c'était vraiment la mise en place de soutien financier, notamment l'accès à des couvertures d'assurance adéquates au soutien financier des organismes d'aide et à la proche aidance. Au niveau juridique, ce qui ressortait, c'était vraiment de mettre en place des mesures de protection des droits et des volontés des hommes proches aidants. Et ça se ressortit vraiment pour les hommes issus de la diversité sexuelle et de genre. Donc, il était question de la sensibilisation à l'importance des documents légaux et de la planification successive, excusez-moi, notamment les documents de tutelle, de curatelle, testament, mais aussi les procurations et les directives médicales anticipées. Au niveau des services et des programmes en général, d'une manière générale, ce qui ressortait, c'était l'implantation des services et des programmes qui prennent en compte la santé mentale des hommes proches aidants, pour favoriser la reconnaissance de la courbe d'apprentissage et la valorisation de la proche aidance, mais aussi le développement d'une relation de confiance avec les intervenants. Ça, c'est notamment pour les hommes issus des minorités ethnoculturelles, mais aussi le développement des services spécifiques pour optimiser le soutien à la santé physique des hommes proches aidants. Alors, en conclusion, avec le vieillissement de la population et la place prépondérante des soins à domicile, l'approche aidance représente un élément clé pour la continuité des soins. Notre revue rapide de la littérature met en lumière des pistes de solutions pour le développement et l'amélioration des services ou programmes de soutien pour les hommes proches aidants, mais aussi, en effet, les impacts considérables de cette pratique dans toutes les sphères de la vie des hommes proches aidants, ainsi que la diversité des défis rapportés, soulignent la nécessité d'une approche holistique, flexible et personnalisée pour mieux répondre aux besoins spécifiques et favoriser une prise en charge globale de leur bien-être. Par ailleurs, les différents besoins relatifs à ce rôle soulignent l'importance de mettre en place des programmes spécifiques conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il est aussi important de mettre en place des programmes de formation, non seulement pour les proches aidants, pour les hommes proches aidants, mais aussi pour les professionnels de la santé et les intervenants. Les principaux défis auxquels sont confrontés les hommes proches aidants nécessitent des interventions à la fois politiques et sociales pour garantir un meilleur accès aux ressources, une répartition plus équitable de ces ressources et répondre aux principaux défis auxquels ils sont confrontés. Il est également important de privilégier des actions concertées et bien coordonnées pour reconnaître et considérer de manière efficace leurs besoins. Alors, le travail qu'on a réalisé, ou en tout cas, nos travaux ont eu des retombées et on voulait vous illustrer certains d'entre eux, notamment le soutien au développement du sondage territorial qui a eu lieu au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal par
la direction adjointe responsabilité populationnelle et partenariat, donc direction de la vaccination, dépistage de la santé publique et de la responsabilité populationnelle. Il a permis également d'orienter les consultations terrain, donc des ateliers qui visaient à développer des soutiens, des solutions en co-construction avec des hommes proches aidants. Cela a permis notamment d'orienter, de guider la population à cibler, ainsi que les termes qui ont été abordés dans ces ateliers. Euh, Aussi, ce qui s'est passé, avant de passer à la présentation, c'est pour dire que les ateliers, la réalisation ou le développement des ateliers a permis quand même d'avoir des informations qui faisaient écho avec ce qui ressortait dans la littérature, parce que pendant ces consultations terrain, ce qui est ressorti, c'était par exemple des témoignages d'hommes qui disaient qu'il n'existait pas de soutien de programme et de soutien d'accompagnement pour eux. Le terme, par exemple, qui est ressorti, qui était pertinent, qui semblait quand même, qui a été noté, il y a un des témoignages qui parlait de Tarzan a besoin d'aide. Il est ressorti aussi des barrières au niveau linguistique, le besoin des services de répit et d'aide pour comprendre le système de santé, mais aussi pour mieux naviguer à travers les différents services. Et il y a des demandes qui ont émané de certains milieux de soins comme CLSC pour organiser des séances d'information destinées aux hommes proches aidants. Les résultats de nos travaux ont fait l'objet de plusieurs présentations, notamment présentation l'été dernier à l'ACFAS, mais aussi au colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes. Et un article scientifique a été publié en 2025. Donc, vous pouvez, sur l'approche aidance au masculin, et vous avez la référence ici. Donc, vous pouvez consulter. On peut vous l'envoyer aussi au besoin. Donc, je terminerai par là. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes disponibles pour vos questions. Ça fait beaucoup d'informations, on en est consciente et vraiment, c'est pour ça que ça va être utile pour vous d'avoir le document aussi de référence pour pouvoir aller voir qui vous intéresse plus précisément. Mais si vous avez des questions, on est vraiment intéressés à les entendre. Puis après, probablement qu'il va rester du temps. On avait une idée aussi de questions que nous, on vous poserait puisque vous vous intéressez là, au sujet. Mais on va d'abord prendre les vôtres. Il n'y a pas de questions comme telles encore. Donc, oui, José Bernier, bonjour. Vous êtes sur mute. Le micro est fermé. Merci. J'avais ouvert la caméra, mais j'avais oublié le micro. Alors, merci. Je voulais vous remercier pour cette présentation-là. C'était vraiment très intéressant. Ma question, en fait, c'était plus par rapport au rapport qu'on retrouve. Est-ce que ça serait possible de mettre le lien dans le chat pour qu'on puisse accéder? Parce que je pense qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup d'informations qui ont été transmises, fait que ça pourrait aider. Oui, tout à fait. Dans tous les cas, là, si jamais on n'a pas le temps là, tout de suite, en même temps qu'on répond aux questions, de le mettre, il va être envoyé, je pense même en pièce jointe, le rapport. Sinon, dans le PowerPoint, le PDF, pardon, de la présentation, la dernière diapo, comme maintenant, elle est cliquable avec un lien là, qui vous amène directement au rapport. Donc, c'est vraiment un ouvrage de référence quelque part. Là, ça peut être utilisé. C'est pas une lecture de chevet, mais ça peut être utilisé pour aller chercher là, des pistes précises sur les sujets qui vous intéressent, donc, ou par population également. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Okay. Oui, vous allez recevoir la présentation demain, demain en début de journée, donc par courriel. Donc, ouais. On va je vais juste accorder répondre à Mme Butte qui vient de dire, effectivement, le lien ne fonctionne pas. Vous avez tout à fait raison, mais dans la version qui vous est envoyée, le lien fonctionne. On l'a ajusté hier soir. La page, elle a changé d'adresse. Voilà, donc vous allez avoir accès là, sans faute. Donc, il y a un instant. Il y a un monsieur Québec. Vous avez une question? Oui, c'est Homme Québec, là, François bonjour. Desgroseilliers.
j'ai travaillé avant la pandémie avec un organisme de la Rive-Sud sur ce sujet-là. Puis une des difficultés qui était plus interne qu'institutionnelle, ça veut dire que, comme dans beaucoup de domaines, les hommes tardent à demander des services. Puis eux disaient, si un homme arrivait, ça devenait une urgence parce qu'il était déjà tard dans la demande. Ça veut dire que la difficulté avait déjà grandi par rapport à la détresse de l'homme aidant qui avait attendu avant de demander de l'aide. Il me semble que je n'ai pas entendu beaucoup ça dans le rapport, mais il y a des dimensions internes individuelles qui fait que les hommes retardent plus que les femmes en général, c'est ça, il ne faut pas généraliser à 100%, à demander de l'aide dans les dents. Ils se retrouvent souvent eux-mêmes besoin d'aide forte quand ils demandent de l'aide parce qu'ils sont en détresse. Mais en fait, effectivement, c'est sûr, comme on vous a dit, on vous a présenté comme une petite synthèse de nos résultats, mais effectivement, ça ressortait dans la littérature le fait que les hommes, mais je l'ai mentionné on l'a mentionné brièvement, que ce qui ressortait, c'est qu'ils ont de la difficulté à demander de l'aide, mais ils ont également la difficulté à accepter de l'aide. D'où l'importance justement de mettre en place des interventions proactives pour les sensibiliser ou de mettre même parfois, justement, avec le développement de la technologie, comme mettre les ressources disponibles aux hommes pour qu'ils aillent eux-mêmes consulter. Mais ça fait partie aussi du développement des services qui sont en train d'être mis en place. Donc, d'essayer de sensibiliser puis de rappeler aux hommes l'importance de prendre soin d'eux aussi avant d'arriver à ce stade-là. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter, Sophie, quelque chose. Oui, bien, je voulais juste ajouter, c'est tout à fait exact. À noter qu'on n'a pas rentré beaucoup dans la méthodologie, mais on n'a pas fait d'études comparatives dans notre cas, c'était pas l'objectif. Donc, on n'a pas compilé d'informations sur qu'est-ce qui est différent des femmes en tant que telles. On est d'accord que c'est comme un sujet fort intéressant, mais on avait déjà assez de données juste sur qu'est-ce qui ressortait là par rapport aux hommes. Mais c'est tout à fait exact là, qu'on a trouvé ça dans la littérature qu'on a. Est-ce que ça répondait à votre question? Donc, J'ai mis... Ouais, pardon. vas-y, Sophie. J'allais dire, j'ai mis le lien, j'ai eu le temps de trouver le lien web qui mène à notre rapport en ligne complet. Donc, il est dans le clavardage. Il y a une question justement dans le clavardage. En fait, il y en a deux. Il y en a une première de Sarah Maud Adams qui pose la question pourquoi le terme groupe de soutien est proscrit en préférence de séminaire? Donc, je le dire un peu. Ouais. En fait, ce qui ressortait dans la littérature, c'était qu'il y a des termes, justement, comme on disait que ce qui ressortait, les hommes proches aidants, ils ont de la difficulté à demander l'aide, mais c'est comme des termes qui sont plus adaptés à, j'ai pas envie de dire masculinité, mais c'est du groupe d'aide, ça veut dire ça montre comme il y a une faiblesse ou c'est ça, mais alors de parler de séminaire ou d'utiliser des termes un peu plus proactifs, plus actifs, plutôt que ceux qui peuvent avoir comme une connotation de faiblesse ou c'est ça. En fait, c'est pour ça que les termes, ce qui ressortait, c'était d'utiliser différents termes. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux compléter. Non, effectivement, la littérature démontrait souvent que la question linguistique est importante, puis souvent on n'y pense pas, mais comment on va nommer les choses a un impact sur la réceptivité ou comment ils se sentent interpellés ou que ça les concerne ou ça les concerne pas en tant qu'homme. Puis évidemment, selon aussi les générations, selon les profils d'hommes proches aidants, mais des termes comme aider, le soutien, des ressources d'aide, ça venait moins les chercher que, par exemple, trousse à outils ou rencontre d'informations, d'autres vocabulaires qui peut être plus intéressant pour certains. Donc, voilà. Je laisse le temps qu'on revienne, parce que là, on est revenu dans le voyage plus rapidement. Mais parce qu'on était en Floride, au Mexique, là, on était à Hawaï. C'est 24 heures. On va fermer le micro. Il y a quelqu'un qui parle le micro ouvert. Je vais essayer d'éteindre le micro, si je trouve. Ah, peut-être qu'il est fermé. Merci. Il y avait On avait une autre question.
Il y a une main levée, mais il y a une autre question sur de quelle façon vous prévoyez sensibiliser les intervenants, s'il vous plaît. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a reçu le mandat de la direction pour aller regarder tout ce qui était dans la littérature, mais pour ce qui est du développement des interventions ou de la mise en pratique de tout ce qu'on a trouvé, c'est vraiment la direction dont on a parlé, là, de vaccination et tout ça, qui, en lien avec la mesure 48, je pense, qui travaille là-dessus. Fait qu'il y a déjà des activités, je sais, des cafés qu'ils ont organisé, des séances de rencontres dans différents milieux de soins où il y avait à la fois les intervenants, mais aussi les hommes proches aidants. Donc, il y a des activités qui sont en train d'être menées. Nous, on emmène comme des éléments, mais on n'est pas directement impliqué dans l'implantation de tout ce qu'on a trouvé dans la littérature. Exactement, on va comme être en soutien quand ils ont des questions. Puis comme par exemple, on leur a parlé récemment, puis on a eu l'idée, mais pourquoi pas faire une version peut-être en ligne qui serait aussi accessible, où on pourrait centraliser l'information accessible à tous. Donc, on est là, on donne des idées, mais nous, on est vraiment l'équipe qui est allée chercher l'information, mais c'est pas nous qui faisons l'implantation, comme disait ma collègue Bertine. Par contre, des rencontres comme aujourd'hui où on vous parle, puis on a des échanges, bien, ça permet, on pense, de faire circuler l'information, puis que ça reste pas juste quelque chose d'obscur au CIUS de l'Ouest de l'île, caché dans un petit bureau. Voilà. On a vu une main levée qui a disparu. Oui. Madame Francine Hacho, mais je ne sais pas si on a répondu à sa question ou si... Oui, exactement. Bonjour à tous. Oui, parce que j'allais dire, pour nous autres qui sommes, moi je suis dans une organisation qui s'appelle l'Étoile de Pachot. Donc, effectivement, on constate qu'il faut aller chercher les hommes pour qu'ils puissent avoir l'aide. Et c'était de savoir comment est-ce que, en termes de stratégie, on pouvait, nous, en tant qu'organisation, nous aider à pouvoir les amener à accepter cette aide-là. Donc, c'est vraiment pas évident de pouvoir... et puis, ils sont très impliqués, les proches aidants, papa ou pour nous autres qui sommes une organisation qui est dans les familles, ils sont très impliqués, mais par contre, leur vulnérabilité, ils la veulent cacher, en montrant un masque de j'assume, mais avec des blessures qui sont quand même assez profondes et qui, on sait que dans un contexte, par exemple, familial, ça brise les familles lorsque il y a des blessures qui sont dissimulées. Donc, il y a une mauvaise communication entre les deux parties que sont les parents et ça amène des séparations. Donc, idéalement, on veut éviter ce genre de choses parce que c'est beaucoup de souffrance partout. Une séparation, c'est encore une souffrance qui va ramener une réorganisation de la famille avec dans notre contexte de l'enfant en situation de handicap. Donc, mais la réponse a été donnée à savoir que vous véhiculez le message, les informations et il y a d'autres en arrière qui vont essayer de trouver des stratégies pour nous accompagner dans la manière dont on va pouvoir soutenir ces familles-là. Voilà, merci. Mais aussi, je pense que ce qu'on peut ajouter, c'est que les réalités des hommes proches aidants sont différentes. C'est que même si, je pense que vous pouvez dire, c'est que même si vous êtes dans la famille, les réalités de chaque homme sont différentes. Donc, c'est pas facile de mettre en place des interventions qui vont répondre aux besoins de tout le monde. C'est pour ça que ce qui ressortait, c'était des interventions, des programmes ciblés. Moi, je pense que c'est peut-être une façon, ce serait peut-être de mettre à disposition des pamphlets ou des documents ou comme une trousse à outils. Oui, il y a des interventions actives, mais aussi peut-être favoriser aussi des interventions passives où les hommes peuvent aller chercher les documents ou l'information. Donc, c'est comme un mélange de tout. C'est vraiment pas facile pour justement vous ou les organismes qui s'occupent de ça pour vraiment... mais je sais qu'à notre CIUS, ceux qui font des rencontres en fin de journée, des ateliers où ils convoquent dans certains milieux de soins où ils regroupent certains hommes, mais même là encore, c'est pas tous les hommes qui sont là. Et puis, ils ont aussi développé des outils de communication dans différentes langues pour essayer, parce qu'il y a aussi ça qui apparaît. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui font que faut qu'on multiplie les interventions, les stratégies. Tout à fait. Puis je vais donner un exemple, c'est si on fait un café rencontre super sympathique, très attirant, mais que l'homme prochain a un rendez-vous médical à ce moment-là où ça ne rentre juste pas dans l'horaire de logistique parce qu'on sait que la logistique familiale peut devenir très, très complexe aussi avec l'employeur, etc. Donc,
de permettre des ressources qui sont asynchrones ou qu'on peut consulter en dehors des événements ponctuels ou offrir différentes fenêtres où des fois c'est en soirée, des fois c'est le matin, des fois c'est la fin de semaine. Déjà là, ça permet d'aller chercher là, une plus grande, plus de possibilités de se joindre à ces initiatives-là. Puis l'autre chose qu'on a vu dans la littérature qui n'est pas facile à mettre en place, mais qui était très présent, c'est le besoin de répit, on l'a mentionné, mais pas nécessairement du répit pendant les heures de bureau où les gens seraient peut-être là, travailleurs sociaux disposés à venir leur donner un répit parce que ce qu'ils veulent, c'est un vendredi soir avec leurs amis pour décompresser puis aller voir un match de sport ou autre chose. Donc, pas nécessairement à 8 heures le lundi matin qu'ils veulent leur répit, puis c'est tout à fait normal et compréhensible. Mais c'était vraiment intéressant de le voir comme dans la littérature scientifique puis de se dire, ah ben oui, ça fait plein de sens. Puis après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être capable de donner un répit, mais qui est en temps opportun pour la personne qui a besoin de répit. Donc, c'est un autre exemple de petite trouvaille. François, vous avez une autre question? Comme j'ai dit, j'avais revu avant la pandémie, il y a une chose qui était ressortie aussi, c'est pour les hommes, la difficulté à laisser quelqu'un rentrer chez eux pour le répit. Remplacer, ça veut dire qu'il faut avoir des bons arguments parce que souvent, par exemple, je parle plus d'Alzheimer, mais souvent, ils sont désorganisés. Donc, faire rentrer quelqu'un dans un milieu qui est désorganisé, ils ont honte eux-mêmes que la maison, qu'il y ait de la difficulté à prendre le bout là, par rapport au ménage puis tout ça, parce que la femme est devenue inapte à cause de son handicap ou de sa maladie ou du Alzheimer. Donc, ils ont de la difficulté à accepter que quelqu'un rentre chez eux, de confier à quelqu'un la garde de leur femme. Il y a une partie qui est la redevance à la femme, dit je peux pas te laisser, tu m'as rendu beaucoup, il faut que je te rende l'appareil, je vais aller jusqu'au bout. De ne pas lâcher, de ne pas. Tandis que les femmes ont plus de facilité à faire ça en général pour se donner un répit. Il faut vraiment qu'ils soient motivés puis qu'il y ait le répit, une confiance par rapport à la personne qui va leur donner le répit. C'est pas toujours le cas. Des fois, la famille peut, mais pour les hommes qui n'ont pas une famille qui peut le donner, c'est encore plus compliqué. Ouais. C'est un super bon point, effectivement. Puis si on parle des personnes issues des communautés ethnoculturelles qui ont parfois un très petit réseau aussi familial sur place, par exemple, à Montréal, ça peut être d'autant plus compliqué aussi de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas qui, justement, viendrait comme à la maison. Donc, il faut garder ça en tête. Effectivement, très bien dit. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. Il n'y a personne d'autre qui a levé la main également aussi. Il nous reste encore quand même un peu de temps pour prendre d'autres questions. Moi, par rapport à la question de l'intervenante de l'Étoile de Pachot, qui dit, bon, il y a les stratégies pour rejoindre les hommes, pour aller les impliquer dans les services lorsqu'ils ont besoin d'aide, ou de soutien. Est-ce que votre recherche est à l'origine de cet enjeu-là? Parce que les hommes proches aidants, souvent, ils vont rester un peu isolés, ils vont faire leur travail auprès de la personne qui nécessite des soins, tout ça. Mais il va avoir de la difficulté à aller chercher de l'aide pour le soutenir, tout ça. Donc, est-ce que c'est un peu cet enjeu-là qui a fait en sorte que vous avez reçu un peu cette commande-là pour aller documenter les pratiques auprès des hommes proches aidants? Mais je pense que... Non, vas-y. Mais en fait... Vas-y. Bertine, elle le sait peut-être plus que moi, c'est ça que j'allais dire, parce que tu étais là, peut-être plus dans les conversations avec le demandeur dès le début, mais je pense que c'était vraiment un désir, notamment, de mieux valoriser, mieux comprendre et mieux soutenir les hommes proches aidants, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, en fait. C'est juste que c'est moins vu, c'est moins su, c'est peut-être moins valorisé, ou en tout cas, c'est plus invisible dans la société que la femme proche aidante dont on entend parler beaucoup et qui sollicite beaucoup les ressources, ou en tout cas, plus peut-être. Donc, je pense qu'à l'origine, il y avait ces enjeux-là, mais oui, c'est ça, mais en fait, ça fait partie de la mesure 48, je pense, qui a été mise en place, et je pense que chaque CIUS devait développer des services ou en lien avec la proche aidance, et le CIUS de l'Ouest avait reçu le mandat, justement, mais pour les hommes proches aidants, mais
pour les hommes proches aidants, parce qu'il y a la proche aidance en général, mais il y avait peu de données, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont développés pour les femmes, mais pour les hommes, c'est quand même un domaine qui semblait être moins couvert. Fait que eux, ils voulaient voir qu'est-ce qui existait dans la littérature. C'est pour ça qu'on est allé regarder ailleurs, parce que les hommes proches aidants à Montréal, il y en a qui sont issus des communautés, donc qui viennent d'ailleurs. Et puis, il y avait aussi les notions, même la conception, c'est que même la reconnaissance du statut proche aidant n'est pas évident. Parce que pour les communautés comme qui viennent, par exemple, d'Afrique ou d'ailleurs, c'est normal d'aider sa mère, c'est normal d'aider son enfant. Tu ne t'identifies pas forcément comme proche aidant. Fait qu'il y a il y avait comme différents enjeux, et ça ressort aussi dans la littérature. Donc, il voulait avoir quand même, c'est pour ça qu'il voulait avoir une vue globale de ce qu'il y a en matière de proche aidance. On ne vous avait pas présenté là, mais notre rapport inclut aussi l'impact de la proche aidance dans différentes sphères de vie des hommes. Mais là, on a pris juste pour les besoins de la présentation, juste les besoins, les enjeux et les pratiques gagnantes, mais on a un volet sur les impacts, dépendamment des différentes populations. Fait que, en fait, c'était ça le besoin, c'était d'aller trouver des données pour les outiller, pour développer, mettre en place des services de soutien adaptés aux réalités des proches aidants. Mais comme je disais, la réalité, elle est plurielle là, mais d'essayer un peu de... Voilà. Donc, c'est fort de ça. C'est pour ça que quand on a emmené nos résultats, ils ont su, parce qu'au début, le mandat, c'était juste les hommes en général et les hommes issus des minorités culturelles. Fait que, en allant dans la littérature, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de populations. Et même là, on n'a pas pu aller plus loin parce qu'on a réalisé que on a fait notre rapport en fonction des populations, donc ethnoculturelles, hommes en général, mais même dans ça, il y a encore la diversité. On aurait pu faire selon qu'il soit père, selon qu'il soit époux, selon qu'il soit fils. C'est des réalités différentes. Donc, c'était vraiment fait qu'en leur apportant ça, ça leur a permis de cibler les populations dans les ateliers pour dire, on ne va pas juste voir les hommes en général. Là, ils ont vu les hommes issus de la diversité de genre, les hommes aînés, les hommes, fait que ça les a orientés par rapport à ça. L'une des façons, quoi. Et même les thèmes aussi abordés, je pense qu'ils étaient même surpris quand on leur emmenait la diversité en termes de population. Même, comment je peux expliquer? Il y a la diversité selon les grands groupes qu'on vous a présentés. Il y a une diversité selon le fait qu'on soit époux, fils ou pas. Mais il y a encore une diversité selon que tu sois un époux d'une femme qui a l'Alzheimer ou qui a un cancer ou qui a... C'est que la diversité, elle est en termes de maladie, par rapport au statut, le problème de santé de la personne aidée, par rapport à le proche aidant, fait que c'est comme multifactoriel en fait. Mais en emmenant toute cette distinction, en leur apportant toute cette distinction, là, ils sont en train d'utiliser ça pour essayer de voir, parce que ce n'est pas la même réalité. Absolument. Puis ça revient toujours à, OK, population ici, de quoi avez-vous besoin? C'est de revenir à leur poser la question. Aussi éclairé par ces connaissances-là, mais sans prendre pour acquis que dans tel territoire ou telle région, les besoins sont exactement les mêmes qu'ailleurs. Donc, c'est vraiment de retourner, en fait, poser la question puis voir qu'est-ce que les hommes proches aidants ont besoin eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-ci. Donc, Intéressant. Merci beaucoup, Mme Akwamba. Et Sophie également aussi. Mais merci, Mme Akwamba, pour cette belle réponse. J'ai senti de la passion dans votre voix. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc, je vois toujours pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore l'activité. Pour vous rappeler, chers participants et invités, demain, vous allez recevoir un courriel avec un petit questionnaire d'appréciation. On vous invite à le remplir. Donc, ça nous donne des orientations aussi pour les futures conférences midi. Nous, on prend une pause durant le mois de juillet et d'août, puis on revient aussi, là, on revient avec des conférences midi en septembre puis l'automne prochain. Également, donc, petit sondage d'appréciation. Il y a Mme Boucher aussi, Pascal Boucher, qui posait la question comment faire pour promouvoir ou sensibiliser les intervenants. Donc, la conférence midi va être sur notre site Internet prochainement avec le document de présentation. Donc, n'hésitez pas à partager ces liens-là auprès de vos collègues, vos partenaires, tout ça pour justement sensibiliser à tout le soutien qu'on doit mettre en place pour les personnes proches aidantes, notamment les hommes proches aidants. Donc, c'est important.
Donc, pas d'autres questions. Il y a beaucoup de remerciements puis de mots qui dans le chat là, qui dit excellente présentation, merci beaucoup, c'est apprécié. Donc, je vous l'adresse personnellement également aussi, mesdames. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci aussi également aux personnes présentes. Donc, je vous dis à bientôt. Puis, je vous souhaite également un très bel été. Là. Profitez de cette belle saison. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.